Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. 300 jeunes vont suivre une formation dans le futur centre de formation entrepreneuriale. Le Maroc va financer le centre et les jeunes seront accompagnés dans la création de leurs entreprises. Le Maroc qui a offert des médicaments à l'hôpital principal à travers la fondation Mohamed VI. La rédaction démarre ce soir une série de reportages sur le PUDC. Le premier jet porte sur le désenclavement rural avec 121 km de nouvelles pistes de production réalisées dans 4 régions. Nous irons à la découverte du train Dakar-Thiès, vieux de 15 ans, entre 300 et 600 personnes l'empruntent à chaque rotation malgré des voies devenues vétustes. Dans la série sur la santé, nous parlerons de santé communautaire. C'est un pilier important des stratégies nationales. Nous verrons aussi le programme PALU VIH tuberculose. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures s'intéresse ce mardi à la fabrication traditionnelle du beurre de lait de vache connu sous le nom de Dakh, un produit qui aurait des vertus thérapeutiques et esthétiques. Le Maroc va financer la construction d'un centre de formation entrepreneuriale. 300 jeunes vont y subir une formation chaque année. Ils seront en plus accompagnés pour la création de leurs propres entreprises. Le président Macky Sall et le roi Mohamed VI ont présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord ce mardi au Palais de la République. C'est une retombée assez significative de la visite du roi Mohamed VI à Dakar. Devant Sa Majesté et Son Excellence, le président Macky Sall, Mamadou Talla, le ministre de la formation professionnelle, et le vice-président de la fondation Mohamed VI apposent leur signature. Avant eux, le patron de l'Office marocain de formation professionnelle avait signé, matérialisant ainsi la construction prochaine d'un centre de formation entrepreneuriale. Nous avons pu ensemble mettre un projet en place autour d'un concept très novateur qui s'inscrit au sein du grand complexe des pôles de métiers de Diamniadio, qui est un projet phare de Monsieur le Président de la République, où vont s'inscrire déjà des centres de formation professionnelle sur plusieurs disciplines, y compris le tourisme et d'autres disciplines. Il s'agit effectivement d'amener une capacité de formation en entrepreneuriat, en aval des formations professionnelles, et qui cible particulièrement les jeunes des milieux défavorisés, ainsi que les jeunes en échec scolaire, pour les doter d'une capacité et une chance de créer leurs propres entreprises. Avec une capacité de 300 jeunes par an, en espérant pouvoir réellement créer une centaine de projets de création d'entreprises. C'est donc le Maroc qui finance et construit. Mieux, il accompagne sur la base d'un schéma bien défini. Après la sélection des candidats et l'orientation de ces candidats, un premier parcours essentiellement qui vise en complémentarité des capacités techniques et des formations techniques d'amener ce qu'on peut appeler des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être en entreprise, des capacités de langue et de communication, ainsi que des modules visant d'améliorer les capacités d'entrepreneuriat et de management des candidats. Une deuxième composante sera très liée au projet lui-même et permettra à ces candidats d'élaborer des business plans, d'accompagner le projet concret dont ils sont porteurs et, après la création de l'entreprise concernée, un accompagnement post-création où il y aurait un mécanisme d'appui de financement, mais aussi des activités de mentoring, de coaching et d'immersion dans des entreprises existantes pour leur donner véritablement tous les skills, si je puis dire, leur permettant de maximiser la réussite de cette entreprise. L'esprit de coopération sud-sud est ainsi en exergue. Un partage de savoir-faire et d'expérience entre deux partenaires dont la profondeur des relations n'est plus à discuter. Sa Majesté et Son Excellence consolident. À l'issue de cette cérémonie, les deux chefs d'État se sont rendus à l'hôpital principal pour procéder à la remise des médicaments offerts par la Fondation Mohamed VI pour la solidarité au ministère de la Santé. Le roi Mohamed VI et le président Macky Sall ont visité la maternité de l'hôpital. Nous restons avec Oumar Nying. À l'hôpital principal de Dakar, le président Macky Sall et le roi Mohamed VI viennent réceptionner
du médicament destiné au traitement du VIH-Sida. Les caisses superposées contiennent des antiviraux, des antibactéries et des antifongiques. Un don de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable au ministère de la Santé. Les antirétroviraux sont donnés gratuitement, c'est acheté par l'État du Sénégal, donc c'est donné gratuitement. Mais ces médicaments, on les met sur des ordonnances que les patients doivent acheter. Et donc ça, c'est très bien pour les patients parce que ça les soulage un peu. Maladies respiratoires, maladies digestives et même des méningites qui se greffent, toutes les maladies infectieuses. Et on a eu toute la panoplie du plus usuel. Après cette séquence, le président Macky Sall et son hôte ont fait un tour à la maternité au contact de ces bébés qui viennent d'arriver au monde. Des discussions avec leur maman, ils prennent connaissance des conditions dans lesquelles l'épreuve s'est déroulée. Un grand soulagement pour ces femmes. Un grand moment aussi pour les personnels de l'hôpital qui se sont mobilisés en signe de reconnaissance. Le chef de l'État a présidé ce matin le colloque organisé dans le cadre du cinquantenaire du premier Festival mondial des arts nègres à l'initiative de la communauté africaine de culture. Il est commémoré le festival de 1966, un investissement pour le rayonnement de la culture et pour un monde apaisé. Le soutien du chef de l'État pour l'organisation de l'événement a été salué à l'occasion. Aboubakry Kane. Au King Fahd, le président de la République est venu se joindre à des esprits brillants des arts, des lettres et de la culture. L'expression de tout l'intérêt que revêt pour lui et la nation sénégalaise la célébration du cinquantenaire du premier Festival mondial des arts nègres. Une initiative de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture. À travers le festival de 1966, Léopold Sédar Senghor faisait la promotion du dialogue des cultures et des civilisations, un rendez-vous du donner et du recevoir. 50 ans après, la section sénégalaise de la communauté africaine de culture a pensé que ce serait un délit de mémoire que de passer sous silence cet événement majeur qui a tant contribué à donner à notre pays une image des plus flatteuses. Chers panélistes, chers invités, puissent de vos travaux sortir des raisons de conforter notre espoir et de voir naître des entrailles de notre monde si chaotique, celui de notre rêve, c'est-à-dire un monde où règne la paix, la liberté et la générosité. Monsieur le Président de la République, chers amis, c'est pour rappeler ce festival et non pour le rééditer. Car qui peut rééditer le premier Festival mondial des arts nègres? Que la CACSEN donc a décidé de commémorer le cinquantenaire de cet événement qui fut un lieu privilégié d'expression de la culture noire, voire universelle. Nous aurions souhaité que la commémoration laissa une marque indélébile dans la marche de notre pays que vous êtes en train de mettre sur le chemin de l'émergence. Commémorer le festival, c'est aussi l'occasion pour les hommes et femmes de culture d'assurer la transmission du message aux générations actuelles et futures. Pour les figures emblématiques qui ont fait du premier festival une réussite, il était question d'aider à la défense de l'art nègre et à la construction de la civilisation de l'universel. La culture, vecteur essentiel pour bâtir l'unité d'intellectuels et artistes différents. La culture est au début et à la fin de tout. La culture, c'est l'alpha et l'oméga. La culture, c'est l'homme intégral. En répondant à votre aimable invitation, m'est revenu à l'esprit ce poème immortel de Birago Diop, Souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres.
ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Assurément, le poète avait raison, car l'esprit d'un immortel, j'allais dire, son souffle emplit cette salle, en même temps qu'il nous remplit d'émotions et de souvenirs. Il s'agit donc de commémorer une séquence dense de l'histoire de notre nation et le chef de l'État de réaffirmer son attachement à la revitalisation de nos valeurs de culture et de civilisation. Il s'agit là pour moi d'assurer la continuité de l'histoire en poursuivant la symphonie de 1966. Je suis heureux de savoir que par vos diverses activités, vous continuez à faire vivre l'esprit qui a animé les géants de l'affirmation de l'identité culturelle nègre dans la symbiose de l'universalité. À travers un message lu par le professeur Ousmane Sène, le président de la communauté africaine de culture, Wole Soyinka, a invité à une mobilisation des élites africaines pour vivifier les idéaux du Festival mondial des arts nègres. Ma mission terminée, je pars. Des icônes, témoins vivants de l'histoire culturelle, ont aussi réveillé avec beaucoup d'émotion les souvenirs de 1966 et des lumières du festival. Mais dans un monde d'injustice et d'inégalité, le combat contre les préjugés est loin d'être achevé. Beaucoup d'émotions ce matin donc à la commémoration des 50 ans du FESMAN. Les fléaux contre lesquels se battaient les pionniers du festival de 1966 sont encore tenaces. Une conviction du président Macky Sall: des humains sont encore rejetés du seul fait de leur peau. Nous l'écoutons. Notre monde peine encore à se débarrasser des masques hideux, des préjugés de toutes sortes. Que personne ne s'y trompe. Le négationnisme de l'esclavage et de la colonisation, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'extrémisme violent hantent encore notre quotidien. Des êtres humains sont ciblés, rejetés et violentés du seul fait de la couleur de leur peau, de leur croyance ou de leur appartenance sociale. Des travailleurs migrants sont discriminés et exclus des politiques publiques, alors même qu'ils contribuent à la sueur de leur front, à la prospérité de leur pays d'accueil. C'est contre ces préjugés que se dressaient les initiateurs du mouvement de la négritude et du premier festival mondial des arts nègres. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture de la 4e édition du Salon des mines ce matin à Dakar. Durant 3 jours, plus de 500 participants en termes d'entreprises, de délégués, d'experts et d'investisseurs vont exposer et échanger sur le secteur minier comme levier de développement territorial. 20 pays ont répondu présents. Le Premier ministre a présidé la cérémonie officielle. Fatou Sakho. Les mines, un secteur stratégique qui fédère aujourd'hui les pays et investisseurs du monde entier. Le Salon de l'industrie et des mines, l'un des événements les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, est marqué cette année par une forte présence des pays de la sous-région. Le Salon des mines doit surtout être pour les décideurs politiques et les professionnels du secteur une occasion privilégiée d'une réflexion sérieuse et approfondie sur les enjeux liés à ce domaine et à ce secteur stratégique. Des progrès significatifs ont été accomplis par notre pays en matière de gestion des ressources minières. Ces tendances appelées à se consolider nous permettront, j'en suis sûr, d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2020 par le PSE en matière d'exploitation de phosphate, d'or et de zircon et de réaliser notre commune ambition de faire de notre pays, le Sénégal, un hub minier.
Un hub minier qui devra participer de façon substantielle aux objectifs de croissance du plan de développement économique, ce qui implique une maîtrise de l'environnement. Le secteur minier a été choisi parmi les 6 secteurs prioritaires moteurs de croissance, avec une contribution significative attendue en termes de croissance, d'emploi, de recettes d'exportation et d'investissements directs étrangers. Et au plan des réformes, il pourrait être relevé qu'après un processus qui s'est étendu sur un peu plus de 3 ans, le nouveau code minier vient d'être adopté par l'Assemblée nationale en sa session du 30 octobre 2016. Le nouveau code minier vise à renforcer le partenariat gagnant-gagnant, de manière à créer un environnement minier favorable au développement économique durable. Dans le nouveau code minier, 3 dispositions phares allant dans le sens d'un développement inclusif ont été arrêtées. La première mesure est l'affectation de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe des sociétés minières à un fonds dénommé Fonds d'appui aux collectivités locales qui doit contribuer au développement économique et social des zones concernées. La deuxième mesure, c'est le versement de 20% des recettes de l'État provenant des opérations minières à un fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectivités locales. Troisièmement, la mise en place d'un fonds de réhabilitation des sites miniers, alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation et dont les ressources sont calculées sur la base des études d'impact environnemental. Cela, c'est l'aspect après-mine du nouveau code minier. Alors, il faut dire que ces mesures, ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale. En adéquation avec ces nouvelles mesures, le Salon de l'industrie et des mines a marqué l'édition 2016 par le thème « Le secteur minier, un levier de développement territorial ». Nous attendons donc de l'industrie minière qu'elle participe activement à cette nouvelle dynamique de création des conditions d'une croissance forte, durable et solidaire. Ce salon, organisé tous les 2 ans, s'est réalisé avec la collaboration du cabinet londonien Amtrade. En termes de participation, 518 délégués, 136 entreprises et 20 pays ont répondu présents. Conférences, expos et visites de sites vont marquer les 3 jours du CIM Sénégal 2016. Nous vous proposons dans ce journal la réaction du ministre Aly Ngouille Ndiaye dans le cadre de cette 4e édition du Salon international des mines. Il revient entre autres sur le choix du thème « Le secteur minier, un levier de développement territorial ». Il est au micro de Hamid Diop. À chaque occasion donc, du Salon international des mines, nous choisissons un thème validé par le président de la République comme thème de ce salon. Nous avons eu à traiter par le passé de la sous-traitance pour mieux impliquer les entreprises sénégalaises dans tout ce qui est travail de mine. Cette année, en 2016, donc lors de la 4e édition, nous avons choisi donc, le secteur minier, un levier de développement territorial. D'ailleurs, ce qui cadre parfaitement avec l'acte 3 de la décentralisation, comme vous le savez, aujourd'hui avec la communalisation intégrale, les communes aujourd'hui ont plus de responsabilités et avec également l'inscription de la gestion de nos ressources ou de nos ressources dans la Constitution, les communes aujourd'hui, comme les populations, se sentent beaucoup plus responsables dans la gestion de nos ressources naturelles. Dans notre pays, de plus en plus, nous voyons quand même une très bonne implication, une amélioration en tout cas de l'implication des entreprises minières dans le vécu quotidien de nos entreprises. On peut citer quelques exemples très concrets d'entreprises qui interviennent dans le secteur et qui de plus en plus, en tout cas, fait des choses pour les sociétés, fait des choses pour les communautés. Nous avons vu déjà beaucoup d'implications de la société, par exemple Sabodala Gold Operation, qui en 2015 et en 2016 a déjà
dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, a eu à investir 600 millions dans les communes aux alentours donc de l'usine, et également d'autres sociétés qui sont en train de faire de très belles choses pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Et le 30 octobre dernier, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code minier 2016, qui est d'abord un code, je dirais, consensuel, en ce sens que pendant presque 4 ans, nous avons travaillé avec d'abord les sociétés minières, la société civile, les politiques et l'administration, en vue de trouver aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme un équilibre. Vous savez, dans l'exploitation des mines, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il faut forcément trouver un équilibre, parce que nous avons certains intérêts qui sont aujourd'hui pas forcément convergents, et ce sont les acteurs qui entourent un peu la mine. Parce que les investisseurs, ils veulent maximiser leur profit, l'État veut également, sans investir, également tirer profit de ces ressources qui lui appartiennent, parce qu'appartenant à la nation. Et nous avons également les collectivités locales qui aussi, pour elles, considèrent que les ressources sont les leurs. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Et dans le nouveau code minier, nous avons essayé en tout cas de trouver cet équilibre pour quand même qu'il y ait plus de retombées du côté de l'État et du côté des populations, sans pour autant remettre en cause les intérêts des investisseurs. Un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les citoyens que les opérations d'enrôlement en vue de l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO devant faire office de carte d'électeur dans le cadre de la refonte partielle des listes électorales sont progressivement étendues depuis le jeudi 3 novembre 2016 à l'intérieur du pays. Ces opérations, jusque-là menées dans les préfectures de la région de Dakar et les sous-préfectures du département de Dakar pour des raisons de test du dispositif, concernent désormais les commissions des départements des 6 régions centres que sont Thiès, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Fatick et Kaolack. Par le même temps, les commissions administratives de la région de Dakar seront renforcées à compter de la semaine du 7 au 12 novembre 2016 en commission mobile chargée de sillonner les axes stratégiques de toutes les communes de la région à l'effet de mieux faciliter l'enrôlement des citoyens. Dans la même semaine du 7 au 12 novembre 2016 démarrera le fonctionnement des commissions administratives des départements des régions de Kaffrine, Tambacounda, Matam, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Les commissions administratives des sous-préfectures de l'intérieur du pays débuteront leurs activités d'enrôlement à compter du 14 novembre 2016. En ce qui concerne l'extérieur du pays, les opérations commenceront le 30 novembre 2016. S'agissant enfin des centres d'instruction de la carte d'identité biométrique CEDEAO, au niveau des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, le démarrage de leur activité est prévu pour le 30 novembre 2016. Un communiqué donc du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le programme d'urgence de développement communautaire poursuit son programme de désenclavement rural. 121 km de nouvelles pistes de production viennent d'être réalisées dans les régions de Kolda, Sédhiou, Kaffrine et Fatick au profit d'une centaine de villages désormais reliés à leur chef-lieu de commune, d'arrondissement ou de département ou même de région. Amadou Mbaïlou. Diabougou est un village situé dans le département de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda. Dans ce village, les habitants ont dans le passé beaucoup souffert de l'enclavement. On avait fait beaucoup de doléances depuis nos grands-pères, mais ça n'a pas accordé. Et des fois, on avait des malades à évacuer à Kolda, mais il n'y avait pas de moyens. Il fallait chercher une charrette. Et pour avoir une charrette, pour aller jusqu'à Kolda, une charrette à l'âne. Bon, des fois, les malades, ça peut être décédé en cours de route. Des fois, la femme est accouchée en cours de route. Aujourd'hui, grâce au programme d'urgence de développement communautaire, le désenclavement de cette localité est devenu une réalité. La forêt, qui l'étouffait naguère, n'a finalement pas résisté aux assauts des bulldozers et autres gros engins de terrassement.
Moi, je peux dormir ici. Le matin de bonne heure, je quitte. Pendant 2 minutes, je descends à Kolda. J'ai fait maintes fois. Et puis, déjà, ça aussi, même le prix des véhicules, ça a été diminué. C'est un grand avantage. Effectivement, depuis la mise en service de cette piste, un car de transport assure quotidiennement la navette entre Tcheiti et Boussimbala, l'axe sur lequel se situe Diabougou. noor rek lañ daan daw nawet moom ndox mi dañuy teree daw waaye ren moom sant yàlla ñu ngi daw bu baax. Fait inédit, l'ouverture de cette piste a été mise à profit par des villageois installés à 10 km de Diabougou dans une autre région, celle de Sédhiou, pour demander et obtenir du chef de village la possibilité de s'installer afin de bénéficier des avantages qu'offre la réalisation de ce tronçon routier. Il s'agit en tout de 7 familles regroupant 75 personnes pour le moment, car d'autres personnes venant du même village sont attendues ici. ko ɗum ɗo moɓidirta leydi ko ɗum ɗo moɓidirta jama ko ɗum ɗo wata yitindirde yimɓe hande joni si meɗen faala yaade ɗo Kolda joni ko fatti haɗa mi yeehi Kolda haɗa mi yahay ɗo Kolda fayde ko no wayi wo no wayi a heɓay ɗo wano 2 heures de temps sewta Kolda joni watta ɗo 30 minutes minen haɗa miɗe weltani population en e laamu ngu. Le moins que l'on puisse dire des habitants de Diabougou, c'est qu'ils ont été tellement reconnaissants au chef de l'État sénégalais que ce garçon, porté par sa mère sur le dos, porte le nom de Macky Sall. En vérité, dans cette partie sud du pays, l'enclavement était le problème le plus aigu que rencontraient les populations. À Djinani, dans la région de Sédhiou, située à quelques 25 km de Madina Wandifa, important carrefour sur la nationale 4 qui va à Ziguinchor, les habitants étaient contraints de se rabattre sur la Gambie voisine, descente seulement de 9 km, soit pour écouler leur production, soit pour s'y ravitailler en denrées de consommation courante. Il se dit même à Djinani que le Dalasi règne à la place du franc CFA. Avec l'ouverture de la nouvelle piste, les habitants de cette localité affirment avoir à présent le sentiment d'être rattachés au reste du pays. Autre région, autre réalisation, la piste qui va de Koutango à Kersaloum Diané. Longue de plus de 29 km, elle est à cheval sur les 2 régions, celle de Kaolack et de Fatick. amal nañu njëriñ parce que créé na ay emploi fii parce que xale yu bëri ñu ngi liggéey si yoon bi bon comme boobu mu ngi des si dëkk bi bon am na jigéen ñoo xam ne aussi ñu ngi siy bénéficié bi te xam-xam bi nga xam ne moom la xale yi ànd ak ñoom am tey si ñuy dem dañ leen koy bàyyee. Président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall lu mu defal ñu fii kenn ñu defal ñu ko fii am na yoon am nañ classe am nañ courant moom donc moo ñu ko defal fii. Traversée par les ballons, cette partie de la province du Niombato va bénéficier en même temps d'un nouvel ouvrage de franchissement qui remplacera celui installé ici en 1942. Avec cet ouvrage de franchissement nouvelle génération, le coût de la piste dans cette phase 2 du PUDC est le plus élevé, 1,53 milliard francs 400. daaw si mois de août am na si benn xale dafa jóge woon côté Kulaar waaye bu mu ñëwee ba si xur yi bu mu jubee kër Amady Ngenaar fekk yàlla ji taw yolnga bi rëy lool yolnga bi ñëwee rek moo ko këf yóbbu ko si biir ndox mi foofu la ñàkk bakkanam am na ñetti fan di ko seet bon tey si tey loolu dootul am ndax foofu gaa yi pom nañ ko. À dire vrai, c'est en parcourant l'intérieur du Sénégal qu'on mesure l'impact réel des pistes de production déjà réalisées ou en cours de réalisation. Voici un village situé dans le département de Nioro-du-Rip, entre Wakongouda et Dinguiraye, où l'on produit du maïs en grande quantité, mais du maïs dont les habitants ne tiraient pas le juste revenu à cause de l'enclavement. waa dëkk bi ñooy takk seeni sareet bu nekk yàpp ay 6 saagu mboq ñu daw ay 12 kilomètres ñëw ci biir xam nga Dinguiraye fii sore na indi ko bu ñu xëyee di kii sarre di indi ba sonn daanaka oto bu nekk sar par ñaari oto yi mën a génn
léegi nag lu ma 10 oto ñooy duggandoo ci àll bi sarre yóbbu syndicat Pikine te grâce à président Macky parce que bu defarul woon yoon yi ñun lii duñ ko man nit moom boo koy waxal da nga koy waxal dëgg rek man xam na xañ ne man xaw ma wax dëgg yàlla waaye nag xam naa ne mi ngi liggéey te li muy liggéey ñun gis nañ ci suñu bopp parce que nit boo gumbawut gis wala gumboo wala nga soxor wala nit da ngay wax te yàlla tax waaw lii fi amul nit du mën ñëw fii ay yoon bii man sama kab xam nga ni caaxaan yoonu caaxaan attanu ko waaw mais yoon bi mu defar moo tax ñu mën a ñëw fii quoi. Autre exemple, la piste Koungheul-Makagouy dans la région de Kaffrine, longue de 26 km 300. Dans le passé, nous a avoué l'adjoint au préfet de Kaffrine, en période de saison des pluies, une fois que le ciel s'assombrissait, les autorités administratives ne s'aventuraient jamais dans cette partie, au risque de ne pouvoir rebrousser chemin, car les pluies y sont fortes et le terrain bosselé et raviné. bi ñu commencé teel ba léegi kenn dematuñu Gàmbi Koungheul rek la ñuy dem foofu la ñu wutil lépp nguur ak Macky Sall ji ñun jàmm rek lañ ci gis surtout ñuy néew doole ñu néew doole yëpp mën leen defal bourse familiale par ñetti weer yu ne ñu fay leen juróomi ji te loolu mosu fay am ci nguuru Macky Sall la. Avec la réalisation de la piste, plusieurs jeunes des villages traversés ont pu trouver, pour les tâches non qualifiées, des emplois, non comme journaliers, mais payés mensuellement par l'entreprise chargée de faire la piste. Comme quelqu'un nous l'a fait remarquer, l'originalité dans la démarche du PUDC, c'est un programme à effet immédiat qui répond à des besoins ponctuels et précis et seules les populations bénéficiaires peuvent témoigner de cette réalité. Par exemple, dans la région de Kaffrine, le marché hebdomadaire au Lumo de Ndiapto, village proche de l'axe Makagouy-Keur Ali-Laobé, même s'il existait avant la piste, accueille désormais plus de personnes et permet aux populations locales d'écouler certains de leurs produits, mais aussi de faire le marché pour certains objets dont elles ont besoin. sant nañu yàlla sant président de la république ndax lii nii mu déparé nii moom lañ yaakaaroon ci moom. Autre aspect pris en compte par le PUDC dans la réalisation des pistes de production, c'est le souci de préserver l'environnement quoi qu'il advienne. Dans le cadre du PUDC, ce que nous avons prévu pour ça, c'est la signature d'une convention avec la direction des eaux et forêts. Et nous avons évalué cet impact à 300 hectares d'arbres à reboiser. Et cette activité doit être mise en œuvre. En tout cas, la mise en œuvre technique sera supervisée par la direction des eaux et forêts. En tout cas, avec la réalisation des pistes de production, la mobilité s'accroît, l'isolement s'estompe au fil du temps et la continuité territoriale s'accentue de jour en jour. Aujourd'hui, l'état d'avancement nous donne un chiffre de 60% d'état d'avancement. N'eût été la saison des pluies de 2015 et celle de cette année, nous serions peut-être à 80 voire 92%. Mais vous savez que durant l'hivernage, nous sommes obligés de marquer en tout cas des pauses parce qu'il pleut beaucoup dans certaines zones. Nous avons pu voir par exemple lors de cette mission que dans les régions de Kolda et de Sédhiou, les travaux sont terminés. Et aujourd'hui, je peux dire que les populations sont en train d'utiliser ces pistes-là pour justement acheminer leur production. En tout et pour tout, depuis son lancement en juillet 2015 pour le compte du PUDC, 790 km de pistes sont en cours de réalisation, 198 sont finalisées et 450 autres sont en chantier. Voilà, c'est donc un reportage sur les pistes communautaires, donc les pistes rurales réalisées par le PUDC, un reportage signé Amadou Mbaïloum qui va revenir demain dans le second jet de cette série. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche sur les opérations de maintien de la paix face aux menaces asymétriques. Notre pays qui assure la présidence de ce conseil a dirigé les travaux en présence du chef de la diplomatie sénégalaise. Nous retrouvons à New York notre envoyé spécial, Khalisek. C'est parce que les menaces asymétriques constituent une vive préoccupation dans les opérations de paix à travers le monde que notre pays a inscrit cette thématique dans son agenda durant sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'on comprend dès lors toute cette gratitude de la francophonie à l'endroit de notre pays. Je tiens à Monsieur le Président, cher Mankeur Ndiaye,
à féliciter le Sénégal, qui assure actuellement la présidence du Conseil de sécurité, mais aussi la présidence du sommet de la francophonie, d'avoir pris l'initiative de ce débat de haut niveau si essentiel pour la conduite des opérations de maintien de la paix face à des menaces, nous l'avons dit, inédites, des menaces asymétriques. La gravité des menaces asymétriques n'est plus à démontrer. Et pour Mankeur Ndiaye, il ne suffit pas tout simplement de faire le constat. Il faut agir et vite agir, trouver des pistes de solutions car les chiffres effarants font froid dans le dos. Selon le rapport Est 2016-819 du secrétaire général sur le Mali, le nombre d'attaques perpétrées contre les forces de défense et de sécurité maliennes et la MINUSMA a sensiblement augmenté durant la période couverte. Les forces de défense et de sécurité maliennes ont été attaquées 39 fois, la MINUSMA 27 fois et une entreprise qui travaille pour la MINUSMA une fois, alors qu'au cours de la période précédente, il y avait eu 9 attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et 15 contre la MINUSMA. Au total, 34 casques bleus ont été tués et 190 blessés entre janvier 2015 et novembre 2016 au Mali, alors que durant la seule journée du 13 août 2016, 50 civils ont été tués en République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'hier, les attaques contre un convoi de la MINUSMA au nord de la ville de Douenza ont engendré la mort de 2 casques bleus, 7 blessés, dont 3 se trouvent dans un état grave. Ces attaques ainsi que le mode opératoire de ces groupes terroristes renseignent sur l'insécurité dans laquelle baignent les troupes onusiennes. Avant le chef de la diplomatie sénégalaise, ce débat public a enregistré d'importantes allocutions, des adresses à la dimension de la pertinence de cette réflexion. La formation du personnel des missions de maintien de la paix sur la prévention et la lutte contre les abus sexuels. Les initiateurs du projet veulent ainsi préparer les forces de l'ordre sénégalaises à prévenir des cas de violences sexuelles en zone de conflit. Différents modules sont dispensés pour mieux outiller le personnel des missions de maintien de la paix. Philomène Constance Diagne. Ce sont des officiers, des cadres militaires et de police qui sont concernés par cette formation. Les droits humains, le cadre juridique et les mesures contre l'exploitation et les abus perpétrés en zone de conflit feront l'essentiel de ces cours initiés par Femmes Africa Solidarité. Et les militaires étaient là pour protéger la population civile. Ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. C'est-à-dire les belligérants, que ce soit des troupes, que ce soit des rebelles, cible les femmes. Le corps de la femme est devenu l'arme de guerre utilisée sur le terrain de combat. Mais en plus de cela, on se rend compte de plus en plus que nos troupes que nous envoyons sur le terrain également sont en train également de commettre les mêmes crimes. Donc pour nous, il faudrait former, il faut, comme on dit, avoir la politique de tolérance zéro. 44 accusations d'abus sexuels ont été enregistrées au cours de l'année 2016 par l'ONU, accusations commises par des casques bleus. Jusque-là, le Sénégal n'a pas été cité et compte renforcer la prévention au sein de ses forces de sécurité. Toutefois, avec le constat alarmant de la montée de la menace terroriste et des mouvements extrémistes, le Japon accorde une place de plus en plus importante à la paix et à la stabilité de l'Afrique et du Sénégal en particulier. L'atelier de cette semaine est importante car elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative conjointe. Elle reflète également la volonté de la Grande-Bretagne et du Japon de nous engager aux côtés du Sénégal en tant que partenaire au sein du Conseil de sécurité. 7e contributeur de troupes au service des opérations de maintien de la paix dans le monde, le Sénégal contribue à la politique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, la tolérance zéro est vivement soutenue. Cependant, des efforts considérables restent à faire, surtout dans le domaine du renforcement des capacités des parties prenantes aux missions de maintien de la paix. Votre initiative est de la plus haute pertinence
pour le Sénégal, car mettant l'accent sur l'acquisition de connaissances sur l'équité et l'égalité de genre, les femmes dans les conflits et leur vulnérabilité, les droits humains et les instruments juridiques de protection des femmes dans les zones de conflit, conformément aux orientations de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Une série de réplications des formations se fera sur la période de novembre à mars prochain à Dakar, Kaolack et Thiès. La dernière session ordinaire de l'année du Conseil économique, social et environnemental, la Commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et du sport a auditionné le ministre des Sports Matar Ba sur le thème le développement du sport dans le PSE. D'importantes annonces ont été faites sur le budget de la CAN Gabon 2017 estimé à 1,8 milliard ou encore le budget des investissements en infrastructure qui est à 11 milliards, ce qui constitue une avancée majeure aux yeux du ministre des Sports. Synthèse de la session avec Dahaba. Dans le plan Sénégal émergent, l'État considère le sport comme un investissement rentable et l'a mis sur la liste des secteurs prioritaires pouvant entraîner un changement structurel de l'économie nationale. Aujourd'hui, le sport peut accompagner le secteur de la santé, le sport peut accompagner le PUDC. Partout, vous voyez, on participe au niveau de la communication. Je pense qu'il y a lieu de s'arrêter, pas s'arrêter ne plus faire du sport, mais il faut en tout cas une étude approfondie dans tous les secteurs pour voir effectivement la contribution réelle du sport dans le plan Sénégal émergent. Dans les débats, les conseillers sont revenus sur la politique des infrastructures sportives du gouvernement et au ministre des Sports d'apporter des précisions, non seulement sur la rupture opérée, mais sur l'évolution du budget de son département. Notre budget, pour répondre à une question, a quitté en 2016 de 0,2% du budget national à 0,5% maintenant. Donc c'est une bonne dynamique qui va nous amener vers ce 1% tant attendu par la famille sportive. J'en viens maintenant aux infrastructures. On ira bientôt vers l'Assemblée nationale pour la plénière, le vote de notre budget. Inch'Allah, on aura 11 milliards d'investissements au Sénégal pour les infrastructures sportives. Et le travail va continuer parce que nous avons fini avec la passation de marché pour le stade de Sédhiou, le stade régional de Sédhiou. On va bientôt, avant la fin de l'année, aller à Kédougou pour lancer les travaux du stade régional de Kédougou. Il n'y a que Kaffrine qui a un recours et que les procédures vont être terminées. Autre sujet d'actualité, la CAN de foot Gabon 2017. Le budget de la CAN est arrêté pour le moment à 1,8 milliard. Et ce 1,8 milliard ne fait pas partie de notre budget. Les 17 milliards et poussière, le 1,8 milliard ne fait pas partie. Ce 1,8 milliard, la priorité, c'est la prise en charge de l'équipe nationale. Le ministre des Sports est également revenu sur le projet Génération 2024 mis en place au lendemain des Jeux Olympiques Rio 2016, mais également sur le sport et la décentralisation. 1,8 milliard, c'est donc bien le budget de la CAN Gabon 2017 et 11 milliards le budget des investissements en infrastructure. Un bail pour une œuvre d'utilité publique. Le domaine agricole de Sénégal est implanté sur une zone jadis occupée par des éleveurs. Vu le caractère économique du projet et les emplois générés, les populations sont déplacées dans les meilleures conditions. Le processus est en cours. Le ministre en charge du PSE a visité le site de recasement, partie composante du capital humain du programme du gouvernement Abibou Baye. Mban à l'heure du social émergent. Après la phase d'aménagement des terres pour raison d'utilité publique, le nouvel occupant, en l'occurrence Sénèque India, s'est engagé dans une phase de recasement pour les familles qui ont occupé le site depuis des décennies. Aujourd'hui, les constructions sont déjà réalisées. Restent quelques préalables en matière d'approvisionnement en eau. On nous a fait savoir que le terrain que nous occupions est un bail de Sénéguindia. On nous a délocalisés et chaque famille a été dédommagée. On nous a construit chacune 3 chambres. Nous sommes des éleveurs et notre seule préoccupation reste l'eau. Sans cette eau, on ne saurait survivre avec nos bêtes.
Le tuyau qui a été installé ne peut pas nous garantir un approvisionnement correct en eau. Et vu le nombre de bêtes dont nous disposons, nous espérons un autre tuyau de plus grand diamètre. Depuis que l'opération de recasement a démarré, le sous-préfet de Mbane gère la situation et promet de la suivre jusqu'à terme. Les populations qui étaient sur place, qui déjà occupaient le bail, donc ont été sensibilisés sur la question et surtout sur l'aspect économique et l'enjeu que constituait cette autosuffisance de pommes de terre qui entre en droite ligne dans la politique du chef de l'État, dans le plan Sénégal émergent. Donc nous avons mené les concertations nécessaires avec les chefs de village et nous avons trouvé des accords pour les déplacer et les accompagner dans le déplacement. Mais nous allons veiller que ces populations soient mises dans de très bonnes conditions. En visite sur le site, le ministre en charge du PSE a pu donner des garanties on ne peut plus claires et rassurer de l'accompagnement du chef de l'État. Monsieur le sous-préfet de Mbane nous a donné des assurances. Il y a simplement qu'il existe quelques problèmes techniques. La société a manifesté son désir de corriger ce dysfonctionnement qui existe et de faire en sorte que dans les jours à venir, qu'on puisse utiliser des outils et des moyens nécessaires pour que l'eau puisse être acheminée. C'était une manière de leur montrer la préoccupation que le chef de l'État, le président Macky Sall, a vis-à-vis des problèmes que rencontrent les personnes qui sont souvent, disons, éloignées des centres urbains. Pour rappel, c'est ça qui a été d'ailleurs à l'origine de la création du PUDC, pour dire à quel point le chef de l'État est préoccupé par tous les problèmes qui touchent, disons, le monde rural et ici en particulier les éleveurs. À Mbane, c'est aussi la responsabilité sociale d'entreprise qui est en marche avec cette case de santé dont l'extension est prévue par Sénèque India. Ainsi, à Mbane, le plan social est en marche et confirme la prise en compte d'une composante du PSE, qu'est le capital humain. Le projet du marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs et la fabrique industrielle de meubles sera réalisée dans les délais requis de 14 mois. L'assurance a été donnée par le ministre en charge du commerce à l'issue d'une visite de chantier à Diamniadio. Cette visite intervient 5 mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État Macky Sall. C'est un compte rendu signé Alassane Diédhiou. Pour rappel, le 30 mai 2016, le chef de l'État, le président Macky Sall, portait sur les fonds baptismaux à Diamniadio ce grand projet intégré qui est le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs et la fabrique industrielle de meubles. Un projet d'environ 50 milliards de CFA qui sera réalisé sur financement pour 15% de l'État du Sénégal et 85% d'Exim Bank Turquie. 5 mois plus tard, le projet commence à prendre forme. C'est pour constater de visu l'évolution des travaux dont la durée est initialement prévue à 14 mois que le ministre en charge du commerce s'est rendu sur les lieux. Alioune Sarr était accompagné notamment de l'ambassadeur de Turquie au Sénégal, les représentants du secteur privé, la Chambre de commerce de Dakar, la SOGIP et les représentants des départements ministériels impliqués dans la réalisation de ce programme. Cette infrastructure commerciale qui nous permet d'avoir une modernisation de nos circuits de distribution, de stockage et de conservation des produits est une infrastructure extrêmement importante parce qu'elle ouvre le Sénégal en même temps au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO comme étant un espace d'approvisionnement sécurisé qui permettra d'améliorer fortement les revenus de notre secteur privé. Et ça permet surtout à nos producteurs, nos intermédiaires, nos distributeurs d'avoir un espace de stockage, également de commercialisation. Au terme de cette visite, après de longs échanges avec les techniciens de la société turque DM, chargés de la maîtrise d'ouvrage, le ministre en charge du commerce, tout comme l'ambassadeur de Turquie, s'est dit confiant quant à l'exécution dans les délais requis du projet. Le projet est à 25% de réalisation. Bien sûr, c'est un très grand étendue qu'on ne voit pas exactement ce qu'il a été fait, mais comme on visite le projet, dès que le financement, la convention est signée, sera complété dans le temps voulu. D'ici novembre, Inch'Allah 2017, ce projet sera livré et surtout notre secteur privé, c'est-à-dire que nos producteurs, nos commerçants, nos transformateurs, nos industriels vont avoir un espace de stockage des produits, mais surtout
un centre d'éclatement qui permettra justement d'approvisionner le marché de Dakar avec moins d'encombrement. À titre indicatif, ce projet version sénégalaise du marché Rungis de France s'étend sur 35 hectares à quelques encablures de l'autoroute à péage et du nouvel aéroport Blaise Diagne. Il devrait faire de notre pays un hub en termes d'exportation des produits agricoles vers la sous-région. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du train Dakar-Thiès, vieux de 15 ans. Ce train fait la navette entre villes au grand bonheur des usagers et transporte entre 300 et 600 personnes à chaque rotation, et ce malgré la vétusté des voies Ouretiam. Bon, je prends le train tous les matins que je fais depuis 2000. Au retour également, je le prends pour venir à Thiès. Comme Babacar Niang, ils sont des milliers de Thiessois à préférer voyager avec le train Dakar-Thiès. C'est rallier au quotidien la cité du rail par voie ferroviaire. J'habite Thiès et c'est une occasion pour moi, et à chaque fois d'ailleurs, comme je le dis, de prendre le train tous les matins, du lundi au vendredi, à l'aller comme au retour. Moi, je viens prendre le train pour aller travailler à Dakar. Et je le fais régulièrement. Je suis de Thiès et je pense que le transport ferroviaire est aujourd'hui beaucoup plus rapide, d'autant plus que sur la route, il y a beaucoup d'embouteillages quand même. C'est un habitué. Depuis 2012 ans, je suis rentré sur Thiès. Depuis lors, je fais la navette. C'est 3 fois durant la semaine. Bon, puisque j'ai cours le soir, je prends le train le matin pour arriver vers 8h45 parce que à la fac, on commence à partir de 14h jusqu'à 19h. Du coup, je prends le train le matin parce que je ne serai pas en retard. Ces voyageurs se lèvent à l'aube pour pouvoir avoir une bonne place assise dans l'un des 6 wagons. Le confort est également un élément déterminant dans leur choix du train, ces cabines étant climatisées en première classe. Il y a 2 classes. La première, c'est à 1250 et la deuxième, c'est à 750. Et pour plus de confort, d'habitude, je prends la première classe. Et je suis là, tranquille, en train de lire mon cours jusqu'à Dakar. Faire 140 km tous les jours, c'est pas facile dans les véhicules. Alors que s'il s'agissait d'un train, là, on a la possibilité de se lever, de se promener, d'aller dans les toilettes. Et avec les compagnons, nous ne sentons même pas le voyage. On parle de tout et de rien jusqu'à l'arrivée. Tout va bien. Jusqu'ici, ça va. Ce train transporte au quotidien entre 300 et 600 personnes à chaque rotation, et ce, malgré la vétusté des voies. Des fois, on a des petits retards causés des fois par les circulations des trains. Parce qu'à part de Rufisque, il y a des trains qui circulent là-bas, de Rufisque à Dakar. À part ça, ça va. À part l'état de la voie, si l'État nous aide à améliorer, parce qu'entre Dakar et Thiès, si on le fait à 1h55, c'est trop pour moi. Le genre de problème que nous rencontrons, c'est en général en début de semaine, il y a un effectif qui est important, qui c'est le nombre de voyageurs qui s'accroît, compte tenu des voyageurs qui viennent en week-end et qui rentrent. Mais quand même, on a su, actuellement, ils ont fait des efforts pour faire, comment ça s'appelle encore, rallonge parmi les locomotives qui y vont. Ces usagers du train Dakar-Thiès ont fini par développer quelques petites habitudes à l'intérieur. Quand certains rattrapent le sommeil écourté, d'autres sont à leur chapelet alors que les étudiants révisent leurs cours ou suivent les informations à la radio. Après plus d'1 heure de trajet, les voyageurs qui vont en centre-ville font leur correspondance au niveau de Cyrnos avec les bus Dakar Demdik mis à leur disposition gratuitement. Et le soir à 17h, rendez-vous est à nouveau pris pour reprendre le même train en sens inverse pour rentrer tranquillement à Thiès, parce que pour un Thiessois, dormir à Thiès, rien de tel. Dakar-Thiès par le train, un reportage signé Ouretiam Prera.
Nous parlons de l'inauguration de la nouvelle agence de l'IPRES de Kédougou. Le PCA de l'IPRES a effectué le déplacement pour assister à la cérémonie de réception. Racine Sy a aussi saisi l'occasion pour annoncer les réformes en cours pour améliorer les conditions d'existence des retraités tchorodiens. Ce nouveau joyau mis à la disposition des retraités de Kédougou arrive à point nommé. Les personnes du 3e âge de la région parcouraient plus de 220 km pour acheminer leur dossier vers l'agence de Tambacounda. Ce calvaire est maintenant devenu un vieux souvenir. Au nom de tous les retraités égaux du l'IPRES et toutes les populations de la région de Kédougou, nous adressons nos sincères remerciements. Le remerciement s'adresse à la direction générale de l'IPRES dans la réalisation de ce beau bijou. C'est pour cette raison que je remercie le président de la République, son Excellence Macky Sall, son Premier ministre et tout son pour les sacrifices consentis vers les populations démunies dont je veux parler, des bourses familiales et des cartes d'égalité de chance. Nous vous garantissons du bon usage qui sera fait par rapport à cette infrastructure. Je voudrais, au-delà du conseil d'administration, remercier tout spécialement le chef de l'État, parce que tout ce que nous faisons, c'est à travers ses orientations, à travers ses directives. Après avoir procédé à l'inauguration de ce nouveau bijou, le PCA de l'IPRES, Mamadou Racine Sy, a rappelé les nouvelles mesures prises pour améliorer les conditions d'existence des retraités. D'ores et déjà, je vous annonce au nom du conseil d'administration que nous donnons instruction au directeur général de procéder sans délai au recrutement d'un médecin affecté à Kédougou. Dès que cela sera possible, un centre médico-social sera érigé au profit des retraités de la région de Kédougou. Messieurs les retraités, je voudrais vous redire encore une fois tout le respect que nous avons pour vous, tout le respect que nous avons pour tout ce que vous avez fait pour que notre pays soit indépendant et pour que notre pays soit là aujourd'hui. Lors de cette cérémonie de réception de l'antenne régionale de l'IPRES de Kédougou, les retraités ont salué certaines réformes opérées ces dernières années, entre autres la mensualisation du paiement des pensions dès janvier 2017, la hausse des pensions de 20% entre 2015 et 2016 et le renforcement de l'action sociale et sanitaire. Dans la série sur la santé, la gestion de la santé publique fait appel à une implication des populations dans le choix des politiques, la conduite et l'évaluation des programmes. Nous parlons de la santé communautaire qui est un pilier important des stratégies nationales. La santé communautaire, définition, mots, clés et auteurs suivant ces explications dans ce sujet signé Mamadou Sambambo. Pour saisir la pertinence de la santé communautaire, il faut partir de la définition que l'OMS a donnée à la santé tout court. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, qui peut faire le bien-être physique, mental et social d'un individu sans l'impliquer dans le processus? C'est là où réside la nécessité de la santé communautaire. La santé communautaire est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. Et cela tient à une des recommandations de la conférence sur les soins de santé primaire tenue en 1978 à Alma-Ata, au Kazakhstan. C'est une approche qui vise à une résolution des problèmes de santé basée sur une participation des communautés. Donc on peut dire que c'est un dispositif qui vient un peu renforcer le système de santé dans sa globalité. Elle repose sur des acteurs communautaires de santé et des praticiens traditionnels. Nous avons les acteurs communautaires de soins. On a ASC, on a ASC Matron, on a Matron et DSDOM. Les DSDOM qui sont les dispensateurs de soins à domicile par rapport au traitement, à la prise en charge du PALU. Il y a aussi les ACPP, les acteurs de promotion et de prévention, qui sont les Badjanougor et les relais. Ils sont des volontaires choisis par les communautés, formés et orientés pour résorber les déficits de personnel médical et aller à l'assaut des tabous et autres pesanteurs
qui mine les politiques de santé publique. Dans les zones les plus recrutées où on ne peut pas avoir certains soins. Donc c'est très important de former quelqu'un, capaciter quelqu'un sur un paquet bien normé qui lui permette vraiment au premier coup de pouvoir identifier certaines maladies, la prise en charge et de savoir référer à temps. Donc c'est important, eux, vraiment, leur présence dans le système. Je ne peux pas laisser mon bureau et aller chercher des enfants qui ne sont pas vaccinés. Quand je me rends compte qu'il y a telle femme qui n'a pas amené son bébé pendant 2 séances, une séance de vaccination, c'est à l'agent communautaire d'aller voir où se trouve cette femme. On ne peut pas faire un changement de comportement sans ce genre. Le district sanitaire de Khombole en compte près de 450, dont 167 relais. Ils officient dans 16 postes de santé, 32 cases, 51 sites de prestations et ici, au centre de santé. Parlons aussi de ces programmes phares qui ont permis au Sénégal de faire de bons résultats dans la lutte contre certaines maladies, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, 3 maladies qui ont toujours constitué de véritables problèmes de santé publique. C'est un reportage signé Oumou Baldé. Paludisme, VIH-Sida et tuberculose. 3 pandémies qui, au-delà de l'aspect infectieux, ont en commun la nécessité d'importantes ressources pour les combattre. D'où la sollicitation des bailleurs. La dernière en date, c'est en septembre au Canada, avec l'appel du président Macky Sall pour le renforcement des ressources du Fonds mondial. Un plaidoyer qui se justifie à plus d'un titre. Par exemple, le Sénégal a consacré des programmes spéciaux au trio infectieux, ce qui a permis de maîtriser les chiffres. À titre d'exemple, la lutte contre le paludisme donne ça. Nous sommes partis d'une prévalence parasitémique de 3% en 2012 et présentement nous sommes à une prévalence de 1,2%. Et en termes de mortalité, nous sommes passés de 7,67% à 3,52% en 2015. Les acquis dans la lutte contre le sida sont tout aussi remarquables. Et comme vous le savez, depuis la détection du premier cas sénégalais en 1986, la réponse a été très précoce avec création dès 1987 de cette division, mise en place d'une politique de gratuité des soins qui a abouti à une maintenance de la prévalence à des taux vraiment bas. À ce jour, on est à 0,7%. Quant à la lutte contre la tuberculose, la politique de gratuité grâce aux moyens consentis a permis aussi de contrôler la transmission. Si c'est le cas de la tuberculose commune, qu'on appelle tuberculose simple, un patient qui devait donner 50 000 francs pour la totalité de son traitement ne paie rien. C'est l'État qui a pris en charge ces médicaments. Si vous prenez la nouvelle forme de tuberculose, celle qui est multirésistante, qui constitue un grand défi pour les programmes nationaux, là aussi le Sénégal a eu de façon assez précoce à mettre en place un dispositif de prise en charge gratuit. Ce traitement qui devait revenir entre 1,5 million à 3 millions. Cette politique s'est surtout renforcée à partir de 2012 et aujourd'hui, en dehors même de ces médicaments, ces patients ont la possibilité d'avoir un bilan d'inclusion gratuit, un bilan paraclinique de suivi gratuit et reçoivent même un appui nutritionnel de 25 000 francs par mois pendant 12 mois. Chaque année, nous essayons de sauver au moins 12 000 patients tuberculeux. Au vu de ces résultats obtenus grâce aux moyens dans la lutte contre le palu, le sida et la tuberculose, l'État a revu ses ambitions à la hausse. Aujourd'hui, c'est la réduction à néant des chiffres de la propagation, voire l'élimination, qui est visée. C'est que nous sommes à une étape de lutte qui nous permet de nous projeter vers la pré-élimination du paludisme au Sénégal. L'objectif, c'est vers les années 2030. Mais nous avons fixé un objectif intermédiaire en 2020 pour s'inscrire dans la pré-élimination au niveau de les régions du centre et du nord. Maintenant que nous allons vers une nouvelle stratégie, c'est-à-dire NTB, l'élimination de la tuberculose d'ici 2030, il faudra
qu'on dépasse le statut de contrôle et qu'on arrive à renverser la tendance. Et aujourd'hui, je peux dire que le grand défi du programme tuberculose, c'est le défi de réduction de la transmission au niveau de la communauté. Parce que nous avons fait une revue externe il n'y a pas longtemps et on a vu que la transmission au niveau de la communauté, surtout à l'endroit des jeunes, est encore présente. Et il faut vraiment des actions multisectorielles pour venir à bout de cette transmission. Le combat continue donc face à ces 3 maladies que les autorités traitent en priorité dans la politique de santé. Ce qui a d'ailleurs permis au Sénégal de se positionner en modèle dans la lutte contre le palu, le sida et la tuberculose qui ont fait plusieurs millions de victimes dans le monde. En plus d'assurer la dépollution des champs de tir, la direction du matériel des armées procède au recyclage des huiles de batteries pneumatiques et moteurs en fin de cycle. Cela en parfaite harmonie avec des sociétés de régénération. Cette élimination de la pollution des différents écosystèmes est nécessaire au bien-être des populations. Louis-Philippe Sagna. Exposés dans la nature, les produits en fin de cycle peuvent affecter l'environnement. À la direction du matériel des armées, cette problématique est prise en compte. Des solutions durables ont été trouvées pour éviter toute forme de pollution. Nos partenaires qui aujourd'hui évoluent dans le cadre du recyclage des déchets industriels. C'est ainsi que, pour ce qui est de la dépollution de nos champs de tir, nous travaillons avec des ONG locales qui nous aident à procéder à l'entretien des sols pour la préservation. Je pense également aux pneumatiques, aux huiles mortes, aux batteries, pour leur permettre de les recycler et de leur donner d'autres vies. Les armées participent activement à la protection de la nature. Malgré le coût élevé des équipements, des efforts sont consentis pour assurer le renouvellement. Nous négocions avec nos industriels dans le cadre d'un package où on retrouvait des services comme la prévente. On prenait en compte des notions comme la réduction des coûts des matériels. Mais aujourd'hui, avec le virage vert, nous prenons en compte des notions totalement nouvelles, comme aujourd'hui la durabilité du matériel en termes de cycle de vie. La bonne gestion du matériel avec un entretien permanent permet sans doute d'éviter les déchets toxiques. Pour préserver le cadre de vie, le commandement militaire prône le respect des normes fixées par les structures en charge de la protection de l'environnement. Dans la rubrique au cœur de nos cultures, ce soir, nous nous rendons au village de Mbanan. C'est à 7 km de Ourossogui, dans la région de Matam. Les femmes de ce village peul détiennent les secrets de la fabrication traditionnelle du beurre au lait de vache. Autrement dit, le dar en wolof, ce produit a des vertus thérapeutiques et esthétiques. Plus de détails avec Fatou Diouf. Nebam, du beurre de vache. Le savoir est ancestral, le secret détenu par les femmes peules. On fait d'abord cuire le lait. On prend un peu de lait déjà cueilli que l'on ajoute. On laisse reposer la nuit. Le lendemain, on sépare la crème du reste. Ainsi peut démarrer la fabrication traditionnelle du beurre de vache. D'abord, l'écrémage, étape durant laquelle l'on recueille le ketungal ou la crème du lait frais. Puis, le barattage. Il s'agit de battre vigoureusement la crème pour avoir le beurre. Un geste qui n'est pas de tout repos. Il peut durer 30 minutes, voire 1 heure de temps. La séparation est réussie. Maintenant, apporte-moi de l'eau fraîche. J'ai ajouté de l'eau froide. L'eau froide, c'est pour condenser les gouttelettes de beurre et les séparer du reste du lait.
Qui est baraté, le lait est reversé dans une calebasse. Résultat, une onctueuse crème aux valeurs nutritives sûres. Si tu nourris ton enfant avec le beurre et pas avec le lait, tu vas vite te rendre compte des bienfaits de cette alimentation riche en vitamines. Il sera en forme et en bonne santé. À chaque fois, il a un teint éclatant. Tout cela, c'est grâce au beurre. Le beurre de vache cache aussi des vertus thérapeutiques esthétiques. Les femmes peuvent s'en servir pour embellir leur corps et entretenir leur cuir chevelu. Vous voyez cette tête, il n'y a aucun rajout à la chevelure naturelle de cette fille. C'est le résultat du beurre qui développe le système pileux. À la suite du travail de séparation du lait et du beurre, on obtient plusieurs produits et sous-produits, dont certains entrent dans la fabrication du savon artisanal. L'huile cuite permettait de soigner les enfants enrhumés. Cuite, la crème devient de l'huile dénommée Nebam Siré en pulaar, plus connue sous le nom de Junior, un produit très prisé dans certains plats sénégalais. Les techniques traditionnelles de fabrication de beurre ou d'huile extrait du lait de vache, des savoir-faire hérités de mère en fille, des astuces qui continuent d'être préservées et transmises aux jeunes filles alpularennes du village de Manan. Voilà pour la rubrique au cœur de nos cultures. Les Américains, vous le savez, sont actuellement en train d'élire leur prochain président de la République, le président donc des États-Unis. Après 2 mandats passés à la tête de la plus grande puissance mondiale, Barack Obama s'apprête à passer le témoin. Son bilan reste tout de même mitigé, mais il aura le mérite d'avoir marqué des points au plan économique et mené avec brio sa célèbre réforme de la santé finalement dénommée Obamacare. Retour sur le bilan de Obama avec Adja Ouraicham Prera. En choisissant ce mardi 8 novembre leur prochain chef d'État, les Américains s'apprêtent à tourner la page de la présidence Obama. Même si son bilan n'est pas totalement positif, le 44e président américain aura marqué à coup sûr d'une pierre blanche l'histoire des États-Unis pour avoir été le premier noir à diriger la première puissance mondiale. Certains le regrettent déjà, déplorant une campagne agressive dépourvue de l'enthousiasme que le président Obama avait su insuffler en 2008 et 2012. D'autres dressent par contre un bilan sévère des 8 ans écoulés, accusant le premier président noir des États-Unis de n'avoir été qu'un symbole. Pourtant, malgré les barrières dressées sur sa route, Barack Obama laisse sur l'Amérique et le monde une empreinte considérable. C'est vraiment sur le plan intérieur qu'il a obtenu ses plus grandes réussites, notamment sur l'économie et la santé. Confronté dès son arrivée au pouvoir à l'une des plus graves crises financières de l'histoire des États-Unis, Barack Obama a immédiatement entrepris un vaste plan de relance mobilisant 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, le pays a renoué avec la croissance et le chômage est passé sous la barre des 5%. Le président Obama a également mené une réforme ambitieuse de la protection sociale, rendant obligatoire la couverture santé tout en encadrant mieux les pratiques des assureurs. Rapidement surnommé Obamacare, ce système a permis de couvrir 17 millions d'Américains supplémentaires. Obama s'est également distingué par sa politique étrangère, beaucoup plus prudente que celle de George Bush. Retrait des troupes d'Irak en décembre 2011, accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015 et rétablissement des relations avec Cuba en juillet 2016. Sa présidence a été toutefois marquée par l'élimination le 1er mai 2011 de Ben Laden dans un raid à Abbottabad au Pakistan et par l'attaque de l'ambassade américaine de Benghazi en Libye ayant causé 4 morts dont l'ambassadeur.
Porteur de profonds espoirs dans le monde entier, le prix Nobel de la paix de 2009 a dû faire face à d'innombrables crises internationales. Printemps arabe, terrorisme de Daesh, impasse dans le conflit israélo-palestinien, malgré son projet de rebattre les cartes au Moyen-Orient. Il n'a jamais manqué de rappeler qu'il fut un président élu pour terminer les guerres, pas pour en commencer de nouvelles. Mais attention, c'est aussi sous sa présidence que Washington a eu recours de manière massive aux frappes de drones au Pakistan, que les États-Unis sont également intervenus en Libye et sur le théâtre syro-irakien, qu'ils ont renforcé leur présence également en Europe. Sur le plan économique, les inégalités se sont également creusées. Les 20 plus grosses fortunes américaines sont aujourd'hui plus riches que la moitié des Américains. Le droit au port d'armes que le président a maintes fois tenté de limiter a toujours été jalousement défendu. L'assassinat de nombreux Noirs américains par des policiers restera une ombre au tableau de la présidence Obama. Déchargé de ses lourdes responsabilités présidentielles, l'époux de la célèbre Michelle Obama, dont les cheveux ont rapidement blanchi à la Maison-Blanche, pourra davantage consacrer du temps à ses filles Malia et Chacha. Et l'orientation de ces candidats. Un premier parcours essentiellement qui vise en complémentarité des capacités techniques et des formations techniques d'amener ce qu'on peut appeler des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être en entreprise, des capacités de langue et de communication, ainsi que des modules visant d'améliorer les capacités d'entrepreneuriat et de management des candidats. Une deuxième composante sera très liée au projet lui-même et permettra à ces candidats d'élaborer des business plans, d'accompagner le projet concret dont ils sont porteurs et, après la création de l'entreprise concernée, un accompagnement post-création où il y aurait un mécanisme d'appui de financement, mais aussi des activités de mentoring, de coaching et d'immersion dans des entreprises existantes pour leur donner véritablement tous les skills, si je puis dire, leur permettant de maximiser la réussite de cette entreprise. L'esprit de coopération Sud-Sud est ainsi en exergue. Un partage de savoir-faire et d'expérience entre deux partenaires dont la profondeur des relations n'est plus à discuter. Sa Majesté et son Excellence consolident. À l'issue de cette cérémonie, les deux chefs d'État se sont rendus à l'hôpital principal pour procéder à la remise des médicaments offerts par la Fondation Mohamed VI pour la solidarité au ministère de la Santé. Le roi Mohamed VI et le président Macky Sall ont visité la maternité de l'hôpital. Nous restons avec Oumar Nying. À l'hôpital principal de Dakar, le président Macky Sall et le roi Mohamed VI viennent réceptionner du médicament destiné au traitement du VIH-Sida. Les caisses superposées contiennent des antiviraux, des antibactéries et des antifongiques. Un don de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable au ministère de la Santé. Les antirétroviraux sont donnés gratuitement, c'est acheté par l'État du Sénégal, donc c'est donné gratuitement. Mais ces médicaments, on les met sur des ordonnances que les patients doivent acheter. Et donc ça, c'est très bien pour les patients parce que ça les soulage un peu. Maladies respiratoires, maladies digestives, et même des méningites qui se greffent, toutes les maladies infectieuses. Et on a eu toute la panoplie du plus usuel. Après cette séquence, le président Macky Sall et son hôte ont fait un tour à la maternité au contact de ces bébés qui viennent d'arriver au monde. Des discussions avec leur maman, ils prennent connaissance des conditions dans lesquelles l'épreuve s'est déroulée. Un grand soulagement pour ces femmes. Un grand moment aussi pour les personnels de l'hôpital qui se sont mobilisés en signe de reconnaissance. Le chef de l'État a présidé ce matin le colloque organisé dans le cadre du cinquantenaire du premier festival mondial des arts nègres à l'initiative de la communauté africaine de culture. Il est commémoré le festival de 1966. Assurément, le poète avait raison, car l'esprit d'un immortel, j'allais dire, son souffle emplit cette salle
en même temps qu'il nous remplit d'émotions et de souvenirs. Il s'agit donc de commémorer une séquence dense de l'histoire de notre nation et le chef de l'État de réaffirmer son attachement à la revitalisation de nos valeurs de culture et de civilisation. Il s'agit là pour moi d'assurer la continuité de l'histoire en poursuivant la symphonie de 1966. Je suis heureux de savoir que par vos diverses activités, vous continuez à faire vivre l'esprit qui a animé les géants de l'affirmation de l'identité culturelle nègre dans la symbiose de l'universalité. À travers un message lu par le professeur Ousmane Sène, le président de la communauté africaine de culture, Wole Soyinka, a invité à une mobilisation des élites africaines pour vivifier les idéaux du Festival mondial des arts nègres. Ma mission terminée, je pars. Des icônes, témoins vivants de l'histoire culturelle, ont aussi réveillé avec beaucoup d'émotion les souvenirs de 1966 et des lumières du festival. Mais dans un monde d'injustice et d'inégalité, le combat contre les préjugés est loin d'être achevé. Beaucoup d'émotions ce matin donc à la commémoration des 50 ans du FESMAN. Les fléaux contre lesquels se battaient les pionniers du festival de 1966 sont encore tenaces. Une conviction du président Macky Sall: des humains sont encore rejetés du seul fait de leur peau. Nous l'écoutons. Notre monde peine encore à se débarrasser des masques hideux, des préjugés de toutes sortes. Que personne ne s'y trompe. Le négationnisme de l'esclavage et de la colonisation, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'extrémisme violent hantent encore notre quotidien. Des êtres humains sont ciblés, rejetés et violentés du seul fait de la couleur de leur peau, de leur croyance ou de leur appartenance sociale. Des travailleurs migrants sont discriminés et exclus des politiques publiques, alors même qu'ils contribuent à la sueur de leur front, à la prospérité de leur pays d'accueil. C'est contre ces préjugés que se dressaient les initiateurs du mouvement de la négritude et du premier festival mondial des arts nègres. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture de la 4e édition du Salon des mines ce matin à Dakar. Durant 3 jours, plus de 500 participants en termes d'entreprises, de délégués, d'experts et d'investisseurs vont exposer et échanger sur le secteur minier comme levier de développement territorial. 20 pays ont répondu présents. Le Premier ministre a présidé la cérémonie officielle. Fatou Sakho. Les mines, un secteur stratégique qui fédère aujourd'hui les pays et investisseurs du monde entier. Le Salon de l'industrie et des mines, l'un des événements les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, est marqué cette année par une forte présence des pays de la sous-région. Le Salon des mines doit surtout être pour les décideurs politiques et les professionnels du secteur une occasion privilégiée d'une réflexion sérieuse et approfondie sur les enjeux liés à ce domaine et à ce secteur stratégique. Des progrès significatifs ont été accomplis par notre pays en matière de gestion des ressources minières. Ces tendances appelées à se consolider nous permettront, j'en suis sûr, d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2020 par le PSE en matière d'exploitation de phosphate, d'or et de zircon, et de réaliser notre commune ambition de faire de notre pays, le Sénégal, un hub minier. Un hub minier qui devra participer de façon substantielle aux objectifs de croissance du plan de développement économique, ce qui implique une maîtrise de l'environnement. Le secteur minier a été choisi parmi les 6 secteurs prioritaires moteurs de croissance, avec une contribution significative attendue en termes de croissance, d'emploi, de recettes d'exportation
et d'investissements directs étrangers. Et au plan des réformes, il pourrait être relevé qu'après un processus qui s'est étendu sur un peu plus de 3 ans, le nouveau code minier vient d'être adopté par l'Assemblée nationale en sa session du 30 octobre 2016. Le nouveau code minier vise à renforcer le partenariat gagnant-gagnant, de manière à créer un environnement minier favorable au développement économique durable. Dans le nouveau code minier, 3 dispositions phares allant dans le sens d'un développement inclusif ont été arrêtées. La première mesure est l'affectation de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe des sociétés minières à un fonds dénommé Fonds d'appui aux collectivités locales qui doit contribuer au développement économique et social des zones concernées. La deuxième mesure, c'est le versement de 20% des recettes de l'État provenant des opérations minières à un fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectivités locales. Troisièmement, la mise en place d'un fonds de réhabilitation des sites miniers alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation et dont les ressources sont calculées sur la base des études d'impact environnemental. Cela, c'est l'aspect après-mine du nouveau code minier. Alors, il faut dire que ces mesures, ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale. En adéquation avec ces nouvelles mesures, le Salon de l'industrie et des mines. Son investissement pour le rayonnement de la culture et pour un monde apaisé, le soutien du chef de l'État pour l'organisation de l'événement a été salué à l'occasion. Aboubakry Kane. Au King Fahd, le président de la République est venu se joindre à des esprits brillants des arts, des lettres et de la culture. L'expression de tout l'intérêt que revêt pour lui et la nation sénégalaise la célébration du 50e du premier Festival mondial des arts nègres. Une initiative de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture. À travers le festival de 1966, Léopold Sédar Senghor faisait la promotion du dialogue des cultures et des civilisations, un rendez-vous du donner et du recevoir. 50 ans après, la section sénégalaise de la communauté africaine de culture a pensé que ce serait un délit de mémoire que de passer sous silence cet événement majeur qui a tant contribué à donner à notre pays une image des plus flatteuses. Chers panélistes, chers invités, puissent de vos travaux sortir des raisons de conforter notre espoir et de voir naître des entrailles de notre monde si chaotique, celui de notre rêve, c'est-à-dire un monde où règne la paix, la liberté et la générosité. Monsieur le Président de la République, chers amis, c'est pour rappeler ce festival et non pour le rééditer. Car qui peut rééditer le premier Festival mondial des arts nègres? Que la CACSEN donc a décidé de commémorer le 50e de cet événement qui fut un lieu privilégié d'expression de la culture noire, voire universelle. Nous aurions souhaité que la commémoration laissa une marque indélébile dans la marche de notre pays que vous êtes en train de mettre sur le chemin de l'émergence. Commémorer le festival, c'est aussi l'occasion pour les hommes et femmes de culture d'assurer la transmission du message aux générations actuelles et futures. Pour les figures emblématiques qui ont fait du premier festival une réussite, il était question d'aider à la défense de l'art nègre et à la construction de la civilisation de l'universel. La culture, vecteur essentiel pour bâtir l'unité d'intellectuels et artistes différents. La culture est au début et à la fin de tout. La culture, c'est l'alpha et l'oméga. La culture, c'est l'homme intégral. En répondant à votre aimable invitation, m'est revenu à l'esprit ce poème immortel de Birago Diop, Souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots,
c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. 300 jeunes vont suivre une formation dans le futur centre de formation entrepreneuriale. Le Maroc va financer le centre et les jeunes seront accompagnés dans la création de leurs entreprises. Le Maroc qui a offert des médicaments à l'hôpital principal à travers la fondation Mohamed VI. La rédaction démarre ce soir une série de reportages sur le PUDC. Le premier jet porte sur le désenclavement rural avec 121 km de nouvelles pistes de production réalisées dans 4 régions. Nous irons à la découverte du train Dakar-Thiès, vieux de 15 ans, entre 300 et 600 personnes l'empruntent à chaque rotation malgré des voies devenues vétustes. Dans la série sur la santé, nous parlerons de santé communautaire. C'est un pilier important des stratégies nationales. Nous verrons aussi le programme PALU VIH tuberculose. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures s'intéresse ce mardi à la fabrication traditionnelle du beurre de lait de vache connu sous le nom de Dakh, un produit qui aurait des vertus thérapeutiques et esthétiques. Le Maroc va financer la construction d'un centre de formation entrepreneuriale. 300 jeunes vont y subir une formation chaque année. Ils seront en plus accompagnés pour la création de leurs propres entreprises. Le président Macky Sall et le roi Mohamed VI ont présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord ce mardi au Palais de la République. C'est une retombée assez significative de la visite du roi Mohamed VI à Dakar. Devant Sa Majesté et Son Excellence, le président Macky Sall, Mamadou Talla, le ministre de la formation professionnelle, et le vice-président de la fondation Mohamed VI apposent leur signature. Avant eux, le patron de l'Office marocain de formation professionnelle avait signé, matérialisant ainsi la construction prochaine d'un centre de formation entrepreneuriale. Nous avons pu ensemble mettre un projet en place autour d'un concept très novateur qui s'inscrit au sein du grand complexe des pôles de métiers de Diamniadio, qui est un projet phare de Monsieur le Président de la République, où vont s'inscrire déjà des centres de formation professionnelle sur plusieurs disciplines, y compris le tourisme et d'autres disciplines. Il s'agit effectivement d'amener une capacité de formation en entrepreneuriat en aval des formations professionnelles et qui cible particulièrement les jeunes des milieux défavorisés ainsi que les jeunes en échec scolaire pour les doter d'une capacité et une chance de créer leurs propres entreprises. Avec une capacité de 300 jeunes par an, en espérant pouvoir réellement créer une centaine de projets de création d'entreprises. C'est donc le Maroc qui finance et construit. Mieux, il accompagne sur la base d'un schéma bien défini. Après la sélection des candidats